Nous avons perdu notre animateur. On a tout perdu, Aurélie, le public, on n'a plus rien. C'est la crise du système jupitérien par excellence. Là. C'est ça. Christophe Fourel nous a a quitté la scène. Il va essayer de revenir. Voilà. Je laisse la parole à Christophe. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer dans le cadre des Journées de l'économie autrement cette table ronde consacrée au convivialisme que nous avons intitulée donc le convivialisme, une philosophie politique pour le monde d'après. Il y a déjà eu dans le cadre des JEA des tables rondes autour du convivialisme, mais il nous paraissait important d'y revenir, d'autant que vous êtes très nombreux à vous être connectés. Alors pour discuter de tout ça, comme c'est la tradition à Alternatives économiques, nous avons invité les meilleurs. Et donc, par ordre d'entrée en scène, je vais vous présenter nos trois invités. Alain Caillé, donc, qui est professeur émérite à l'Université de Paris-Ouest, qui est par ailleurs le fondateur et directeur de la revue du MOS, Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Il est l'initiateur principal du mouvement convivialiste et il a publié tout récemment, par ailleurs, Extension du domaine du don, puisque c'est un spécialiste de la pensée de Marcel Mauss, qui est un ouvrage qui est paru aux éditions Actes Sud l'année dernière. Geneviève Azam, donc, qui est maître de conférence à l'université de Toulouse, qui est une militante écologiste et altermondialiste de longue date, très dynamique notamment au sein de l'association ATTAC, et qui a fait paraître, elle, en 2019, un très bel ouvrage aussi, qui s'appelle Lettres à la Terre, et qui est paru aux éditions du Seuil. Enfin, donc, Patrick Vivray, donc, que vous connaissez bien, philosophe et militant altermondialiste aussi. Je vous rappelle que Patrick était l'auteur d'un rapport très important qu'il avait rendu au secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, Guy Asquette, en 2002, qui s'intitulait « Reconsidérer la richesse ». Il a fait paraître aussi de nombreux et beaux ouvrages, dont en 2012 aux éditions Les liens qui libèrent, La cause humaine, du bon usage, de la fin d'un monde. Il est impliqué dans la réflexion autour du convivialisme depuis longtemps, puisque dès 2011, avec Alain Caillé et d'autres, ils avaient fait paraître De la convivialité, dialogue sur la société conviviale à venir. Alors, cette petite table ronde, écoutez, elle intervient à un moment, une année en tout cas, où les convivialistes ont fait paraître le second manifeste convivialiste. Donc, si Aurélie veut bien afficher la couverture de cet ouvrage qui est paru en plein confinement. Et donc, je vais passer la parole à Alain, peut-être en commençant pour nous dire... nous rappeler ou nous dire qu'est-ce que le convivialisme et en quoi aujourd'hui cette philosophie politique est utile pour nous permettre de penser et de nous engager dans le monde d'après que tout le monde appelle de ses voeux.
à condition évidemment que ce monde d'après soit bien meilleur, bien plus beau que le monde d'avant. Alain, si tu veux bien prendre la parole. Bon, ben, merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je ferme mon micro. Bien. Peu de temps après la sortie du premier manifeste. J'ai l'impression qu'Alain nous a quitté la scène. Ah. Je ne l'entends pas. Ah bon? Je ne sais pas si c'est votre cas. Nous sommes déjà. Non, il est là pour nous. Bon. Il est là, pour nous. Il n'y a que toi qui ne m'entends pas, Christophe. Je laisse la parole à Alain, que je n'entends pas. Il y a déjà 84 personnes qui sont connectées. Bien. Bon. À part Christophe, on m'entend? Donc, je peux continuer. Oui, je disais que très peu de temps après la sortie du premier manifeste convivialiste en 2013, une de nos amies, qui allait devenir convivialiste après, et qui n'avait pas lu le premier manifeste, me téléphone, me dit « Ça y est, Alain, je l'ai lu, ce manifeste est vraiment très très bien, il ne dit rien. » Et je lui ai répondu « Écoute, c'est bien, tu as tout compris. » Évidemment, c'était un peu caricatural. Il y avait des choses dans le premier manifeste, il y en a beaucoup plus dans le second, mais elle exprimait quelque chose d'assez important et d'assez fondamental, c'est que le convivialisme, c'est d'abord un nom, c'est d'abord un signifiant ou un symbole, comme on voudra, et c'est un signifiant, je dirais, d'espoir ou d'espérance. Et on en a particulièrement besoin dans les temps actuels, pas seulement à cause de la crise du Covid, mais plus généralement parce que on voit bien que le monde est en train de se désagréger. Il y a bien sûr le réchauffement climatique, le dérèglement environnemental, et puis on voit toutes les sociétés qui sont en train de se fracturer de façon absolument vertigineuse. On voit monter partout des guerres civiles larvées, en France notamment. Plus personne ne réussit à parler à personne sans s'invectiver. Et donc ça va mal. Ça va mal d'ailleurs en France, où les Français sont particulièrement pessimistes. Ça mériterait une longue explication. Donc, on a bien besoin, en tout cas, déjà d'un signifiant qui dit, mais non, tout n'est pas perdu. On peut encore faire des choses ensemble. On peut essayer d'avancer. Alors, si on devait définir le convivialisme en quelques mots, on pourrait dire que c'est une philosophie de l'art de vivre ensemble, une philosophie de la convivence qui permet d'enseigner comment on peut coopérer tout en s'opposant sans se massacrer. Pourquoi donc cette désespérance qui gagne le monde dans son ensemble? Bien sûr à cause des ravages du néolibéralisme, je viens de le dire, mais aussi parce que à ce néolibéralisme, on ne sait pas quoi opposer fondamentalement. Quand cette philosophie néolibérale, elle est particulièrement simpliste, elle repose sur un seul postulat. Le postulat, c'est que l'avidité est une bonne chose. Nous sommes tous intéressés uniquement à gagner le plus d'argent possible, et que si tout le monde essaie de gagner le plus d'argent possible, alors tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, tout ça ne tient pas debout. De ce postulat de départ dérive tout un ensemble d'autres choses, d'autres idées. Il n'y a pas, la société n'existe pas. Le ruissellement, c'est une bonne chose, c'est ce qui va sauver le monde. Il n'y a pas d'alternative. Seul le marché peut organiser les rapports sociaux, etc., etc. Mais le point de départ, il est très simple, c'est nous sommes tous avides de richesse, nous sommes tous mus par l'appât du gain. Qu'est-ce qu'on peut opposer à cette philosophie néolibérale? Le grand problème qu'on a, c'est qu'en fait, on ne sait plus très bien quoi. C'est ça le point de départ du convivialisme. On ne sait plus très bien quoi parce que les grandes idéologies, les grands discours, les grands récits de la modernité dont nous sommes les héritiers, le libéralisme, le socialisme, le communisme, l'anarchisme, ces grands récits ne sont plus, c'est pas qu'ils soient morts, mais ils ne sont plus à la hauteur de notre temps. Ils ne sont plus à la hauteur de notre temps parce qu'ils n'ont rien à nous dire spécifiquement sur les deux problèmes fondamentaux de notre époque. Le premier problème, c'est bien sûr le rapport à l'environnement, le rapport à la nature et l'épuisement de la nature, l'arraisonnement de la nature. Et le deuxième problème, c'est la guerre des identités qui explose un petit peu partout. La guerre des nations entre elles, la guerre des anciens colonisés contre les anciens colonisateurs, la guerre potentielle des hommes contre les femmes ou des femmes contre les hommes, etc., etc. Et la guerre des religions entre elles. Et à tout ça, nos grands discours hérités n'ont pas de réponse. Il faut donc chercher une autre philosophie politique
permettent de nommer tous les problèmes en même temps. Face à ces problèmes, l'écologie, du rapport à l'environnement, ne suffit pas, elle est fondamentale. C'est un discours absolument nécessaire. Il faut lutter de toute urgence contre le réchauffement climatique. Mais lutter contre le réchauffement climatique, ça ne suffit pas à dessiner les contours d'une société plus juste, plus harmonieuse, plus vivable. Il y a donc un énorme travail de pensée, en même temps d'action, à mener pour dépasser très concrètement le néolibéralisme. Qu'est-ce qui permet d'être un petit peu optimiste avec le convivialisme? Le premier point, c'est que ce convivialisme se veut mondial. D'ailleurs, le convivialisme sera mondial, mais il ne sera pas. Il s'agit d'impulser une révolution des esprits à l'échelle mondiale. Si on essaie de le faire dans un seul pays, uniquement en France, ça ne marchera pas, ça ne marchera même pas en France. Il est encourageant de ce point de vue-là de voir que le second manifeste a été signé, convivialiste, a été signé par près de 300 personnalités intellectuelles ou militantes de 33 pays différents. Le second manifeste a été traduit déjà en anglais, en italien, en allemand. Il est sorti il y a 3 jours au Brésil avec des groupes brésiliens convivialistes qui commencent à se former. Ça, c'est un premier facteur d'espoir. Le second facteur d'espoir, c'est que les signataires de ce second manifeste viennent d'horizons idéologiques ou religieux extraordinairement variés, voire apparemment opposés. Ça veut dire que face à l'urgence climatique, mais aussi face à l'urgence politique, l'urgence démocratique, on peut se mettre d'accord sur quelques valeurs fondamentales. Ce sont ces quelques valeurs fondamentales, ces principes fondamentaux que le second manifeste convivialiste nomme et travaille un petit peu, et je les nomme très très brièvement. 5 principes. Principe de commune naturalité, principe de commune humanité, principe de commune socialité, principe de légitime individuation, principe d'opposition créatrice. 5 principes subordonnés à ce qu'on a appelé un impératif catégorique. C'est l'impératif catégorique aujourd'hui, l'impératif le plus urgent, c'est celui de lutter contre ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, lutter contre l'aspiration à la toute-puissance, lutter contre le désir de pouvoir, le désir d'écraser les autres, qui domine à l'échelle mondiale, notamment à travers le néolibéralisme. Et donc, il y a un espoir, on peut s'entendre mondialement sur quelques valeurs fondamentales et commencer à inventer une philosophie politique alternative qui débouche sur un ensemble de propositions politiques. C'est pas un parti politique, c'est pas un projet politique, mais quand même, c'est une vision politique relativement concrète qu'on pourrait détailler. Il y a des questions. Je termine. C'est bien gentil, et diront certains, tout ça, c'est des affaires d'intello qui s'amusent à signer des pétitions, des manifestes, qui font des livres, etc. Oui, c'est vrai, mais il faut bien commencer avec ceux qui peuvent écrire, qui ont une petite notoriété, qui ont une certaine audience. Qu'est-ce que l'on peut faire au-delà d'écrire des manifestes, de pétitionner, etc. On peut faire beaucoup de choses, bien sûr, parce que vous faites tous très probablement participer à des associations civiques, essayer de réparer la nature ou de réparer les vivants là où c'est possible. Et le premier point fondamental, je crois, c'est de dépasser la fragmentation dans laquelle nous sommes tous. Chacun œuvre dans son coin, sur sa cause particulière, mais il nous manque un signifiant qui permette de dire, mais toutes ces luttes, elles convergent. Voilà. Et là encore, c'est la force du signifiant convivialiste qui se propose pour dire, au fond, nous sommes tous convivialistes, parce que ce convivialisme, bien sûr, il est signé par des intellectuels, mais c'est des intellectuels qui sont tous engagés dans la pratique, dans l'action militante, et qui ne font que synthétiser ce qu'ils ont appris dans leur pratique militante et qui les enrichit en permanence. Donc, premier point fondamental, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout simplement se dire convivialiste. Tout aussi bête que ça, mais je crois que c'est fondamental que nous puissions partager un même signifiant, un même symbole. Se dire convivialiste, éventuellement, probablement Patrick en parlera tout à l'heure, créer des archipels convivialistes ou des équivalents, c'est-à-dire mettre sous un chapeau commun, sous un signifiant commun, là encore une fois, tout un ensemble d'actions, d'activités qui ont l'air un petit peu éclatées, fragmentées, disparates. Et si nous faisons cela, il nous reste très très peu de temps, et bien nous aurons, avec un peu de chance, les moyens de faire émerger une force politique absolument indispensable.
indispensables qui nous permettent d'échapper au fameux duel annoncé, au fameux duel Macron-Le Pen. Et pourtant, majoritairement, on voit bien que tout le monde cherche autre chose. Et que ce que représentent respectivement Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c'est autre chose qui se cherche, mais là encore, il faut le nommer et l'expliciter. Et c'est ce que se propose de faire le convivialisme. Merci bien. Merci beaucoup, Alain. J'espère que vous m'entendez. Moi, j'ai beaucoup de problèmes de connexion, donc je m'en excuse par avance. Il y aura des ratés un petit peu dans mes interventions. Je fais ça depuis mon portable et donc c'est un peu compliqué. Merci en tout cas pour ton exposé très clair, Alain, qui rappelle un peu quand même clairement ce que effectivement le convivialisme et quelle est sa portée, quelle est sa visée. Alors, j'ai envie donc maintenant de me tourner vers Geneviève et lui demander, donc Geneviève est signataire du manifeste convivialiste, hein, le premier comme le second, mais j'ai envie de lui demander, comme militante écologiste et altermondialiste, en quoi, notamment à Attac, hein, en quoi elle se retrouve vraiment dans cette dynamique, en quoi c'est important pour ces mouvements comme Attac de rejoindre un petit peu la réflexion autour du convivialisme. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui. On t'entend très bien, Geneviève. Bon, très bien. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais répondre indirectement à la question puisque, bon, là, je ne représente pas spécialement Attac. Je voudrais commencer en disant que il n'est pas certain que le monde d'après soit convivial. Il est même certain qu'il ne le sera pas. Si nous enjambons le présent sans le traverser, sans l'affronter. Et affronter donc les défis qui s'imposent à nous, alors que nous assistons à la destruction accélérée des conditions d'habitabilité de la Terre et que, comme l'a dit Alain, à des violences inouïes d'un monde ou deux mondes même au pluriel qui sont réellement à bout de souffle. Donc voilà pourquoi j'ai quelques préventions sur le monde d'après et je vais parler plutôt au présent. Alors la question pour moi, c'est comment le convivialisme, ou donc plutôt peut-être la convivialité, mais on pourra y revenir, comment il peut être un chemin philosophique, un chemin politique, éthique, écologique, voire spirituel, une pratique concrète, terrestre, je dirais, une présence incarnée dans nos luttes, bien sûr, mais dans des milieux de vie, dans des mondes vécus. Donc, un chemin, en fait, extrêmement ouvert, concret, buissonnant, dans un monde qui est dominé par une guerre aux vivants sous toutes ses formes. Donc, le convivialisme, me semble-t-il, enfin, je le comprends en tout cas, comme finalement aujourd'hui, il est situé aussi, ce convivialisme, je le comprends comme un art majeur de résister, un art majeur de la résistance, qui est bien sûr à définir, de la résistance pour pouvoir partager des mondes entre les humains, mais pas seulement entre les humains, avec aussi les autres qu'humains, et peut-être j'axerai davantage mon propos là-dessus, avec les autres qu'humains, et ceci de manière indissociable, humain et non humain. Donc c'est comme un art d'habiter nos milieux de vie et le chemin pour parvenir à cet art d'habiter nos milieux de vie qui sont aujourd'hui à récupérer, pas simplement à soigner. Ils sont à soigner, mais ils sont aussi à récupérer dans la mesure où ils ont été détruits, perdus, accaparés et profondément enlaidis. Donc, je vais tenter de proposer quelques principes à discuter et en me référant au convivialisme de manière simple comme le vivre avec. Alors, je voudrais dire que le vivre avec, aussi bien avec la Terre qu'avec les humains, il ne s'agit pas de s'adapter.
au sens où nous l'entendons dans la philosophie, parce que c'est une philosophie néolibérale, hein, adaptée à un monde qui ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Donc, il ne s'agit pas de ça dans le vivre avec. Dans le vivre avec, c'est apprendre en résistant à partager. Alors, un des premiers principes, je crois, dans cette relation entre les humains et avec les non-humains, qui sont des relations complètement liées, et peut-être bien que les relations que nous avons avec tout ce qui n'est pas humain, avec ce qu'on appelle la nature, déterminent aussi très largement les rapports que nous avons entre les humains. Donc, le premier point que je voudrais dire, je les énonce rapidement, cela suppose, et c'est un chemin compliqué, une approche qui n'est pas utilitariste de la terre, de la nature, et donc le fait de considérer la nature, les autres qu'humains, comme des sources, et non pas des ressources. Ça, c'est aussi, je m'adresse évidemment aux économistes, hein, la nature considérée comme une ressource pour la production. Donc, non pas une ressource, non pas une matière qui serait inanimée, privée d'esprit et profondément dévaluée. Et donc, le convivialisme ou la convivialité, c'est affirmer une continuité entre les humains et les autres qu'humains. Sinon, il n'y a pas de convivialité possible, il y a opposition. Donc, continuité entre le monde des humains et le monde des autres qu'humains, continuité dans une toile de vie hein, qu'il s'agit de retisser parce qu'elle a été très sérieusement abîmée, une toile de vie faite de coopération, d'entraide, de solidarité, et non pas seulement de concurrence comme on a cru pouvoir interpréter les lois de l'évolution. Donc, tisser cette continuité, alors que la modernité, au contraire, nous avait appris, nous a incité à pratiquer plutôt l'arrachement, la rupture des liens, et donc pas du tout la convivialité, la rupture des liens au nom de la nécessité de la liberté de l'émancipation qui sont comprises comme une rupture de liens. Donc il s'agit de cultiver nos attachements au lieu de les vivre comme une perte de liberté. Et ceci a des impacts extrêmement concrets au quotidien dont je voudrais parler, c'est l'agriculture, c'est bien sûr une agriculture conviviale, c'est retrouver ses attachements et non pas mener la guerre à la nature, c'est l'urbanisme, c'est l'alimentation, ce sont les matériaux que nous utilisons, bon, etc., etc. Donc ça veut dire que au quotidien, c'est quasiment tous nos actes du quotidien, en tout cas nos actes qui sont dits nécessaires aujourd'hui, qui doivent être imprimés par ce chemin-là. Deuxième point que je voudrais, deuxième principe, deuxième point, c'est vraiment se départir, et ce n'est pas simple non plus, se départir de tout dualisme sujet-objet, d'opposer le sujet et l'objet, la raison et les émotions, la subjectivité et l'objectivité. C'est reconnaître l'intelligence de la nature, une certaine puissance de la nature, une certaine puissance créatrice de la nature, qui n'est pas toujours d'ailleurs bonne pour nous, hein, une intelligence de la nature, voire même une certaine, entre guillemets, on pourra y revenir, une certaine intentionnalité, de façon à cultiver une empathie avec des êtres avec qui nous partageons un monde, des êtres auxquels nous sommes attachés et des êtres avec lesquels nous évoluons, nous coévoluons. Donc, développer un sentiment d'empathie, et certainement que ce sentiment d'empathie ou la rupture totale de ce sentiment d'empathie avec ces êtres-là est aussi au principe de la rupture de l'empathie par rapport aussi aux humains. Donc, il s'agit de réanimer véritablement la nature. Je dirais aussi qu'il s'agit de réanimer la société, cela va avec, et pour favoriser des communications, voire même, aujourd'hui parle-t-on, d'alliance et de résistance interespèces. Je voudrais juste dire que comment, par exemple, dans la résistance qu'il y a eu à Notre-Dame-des-Landes, il y a toujours sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes cette idée qu'il peut y avoir des résistances interespèces, comment les humains qui résistaient se sont alliés aussi avec des tritons qu'il s'agissait de préserver et qui ont représenté aussi la possibilité, justement par cette alliance interspécifique, de proposer d'autres mondes que le monde de l'aéroport. Et ceci a des implications très concrètes. Voir comment nous avons traité, comment nous traitons aujourd'hui ce que nous appelons la crise sanitaire, qui n'est pas simplement une crise et qui n'est pas simplement sanitaire. La guerre au virus, par exemple, l'attente frénétique du vaccin comme seule issue possible
de cette sortie de crise, au lieu de traverser réellement et d'aller chercher les causes profondes de la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est aussi une attitude conviviale par rapport, non pas c'est vivre avec le virus, non pas pour se faire dominer par le virus, mais aussi pour comprendre ce qui se passe, hein, et pour partager ce qu'il y a à partager avec le virus et se protéger. Et troisième point que je voudrais aborder, c'est l'idée que si nous faisons partie, hein, de ces écosystèmes, de ces milieux de vie, de cette communauté biotique, de cet écumène, dirait-on aussi, que nous avons à partager, la nature, la terre, a aussi une autonomie radicale. Et c'est cette autonomie radicale, nous le voyons aujourd'hui avec le virus, nous n'avons pas décidé, hein, de ce qu'est ce virus, de comment il évolue, y compris de comment il mute, etc., etc. Ça relève d'affaires qui ne sont pas humaines, qui sont hors humaines, donc ça suppose aussi de se décentrer, de sortir de l'anthropocentrisme qui est aujourd'hui absolument criminel, je dirais dans certains cas, donc reconnaître cette autonomie radicale qui nous indique les limites à notre propre action politique. Et donc, il nous indique aussi à quel point nous devons à la fois nous sentir partie prenante de ces communautés biotiques, mais aussi nous protéger. Mais aussi, et c'est tout ce qui est de l'ordre de la protection, des barrières protectrices, qui ont été aussi bien par rapport à la nature que par rapport à la société, qui ont été fragilisées, voire détruites, alors par disons, 40 ans de néolibéralisme. Et donc, le convivialisme, pour moi aussi, c'est faire de la vulnérabilité, de la fragilité des humains, des sociétés, des milieux de vie, non pas un manque qu'il faudrait corriger, hein, non pas des limites qu'il faudrait transgresser, mais au contraire des puissances fortes, des puissances d'agir autour du soin, de la réparation, de ce qui pourrait s'appeler à ce moment-là une société conviviale. Mais nous en sommes très loin et donc nous avons besoin de ces chemins convivialistes pour résister pied à pied dans la défense aujourd'hui de ce qui est attaqué de toutes parts. C'est la capacité même de la vie à se pérenniser, mais c'est pas simplement la pérennité de la vie biologique, c'est le sens de la vie aujourd'hui qui est aussi en danger. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Geneviève pour cette approche du convivialisme, parce que d'une certaine manière c'est ton approche à toi, c'est ta façon de t'approprier ce concept de convivialisme en passant, comme tu l'as dit, par la convivialité. Voilà, et donc je comprends dans tes propos à quel point finalement cet art de vivre que veut promouvoir le convivialisme, finalement, est proprement révolutionnaire sur cette planète que nous voulons rendre à nouveau habitable et que, effectivement, nous partageons avec les tritons et d'autres, d'ailleurs. Alors, du coup, je vais maintenant passer la parole à Patrick. Pour peut-être évoquer, alors lui, peut-être son approche du convivialisme, mais surtout comment, effectivement, une philosophie politique comme celle-ci peut servir à amplifier les engagements divers et variés dans les mouvements sociaux aujourd'hui, associatifs, d'économie sociale et solidaire, et en quoi tout ça peut participer d'une dynamique pour effectivement peut-être changer totalement d'orientation, puisque effectivement, comme l'a dit Geneviève, nous sommes sur une trajectoire qui est désastreuse et qu'il faut absolument changer. Patrick ? Oui, bonjour à toutes et à tous, et puis merci
Christophe. Je crois que en continuité de ce qu'Alain et Geneviève viennent de dire, il y a quelques points de débat entre nous, mais c'est aussi une chance. Mais il y a évidemment un fond commun très important. Il y a deux dimensions qui me paraissent essentielles dans ce débat. L'une, et qui est directement liée au second manifeste convivialiste, c'est la dimension non simplement internationale, mais planétaire des enjeux. Nous sommes rentrés dans une période où il ne suffit plus d'être internationaliste, il nous faut aussi avoir une conscience planétaire et réussir ce qu'on peut appeler le troisième âge, le troisième grand âge planétaire, après le premier âge qui avait été celui de la Société des Nations, mais qui était lié à la Première Guerre mondiale, et après le second âge, celui de l'Organisation des Nations Unies, mais qui lui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des défis majeurs qui est devant nous, et là on est au cœur des enjeux du convivialisme, au cœur de l'alternative évoquée par Marcel Mauss et repris par Alain sur s'opposer sans se massacrer, c'est comment réussir cette immense mutation, je dirais même, comme Edgar Morin, cette métamorphose, pour réussir sans guerre l'accès à cet âge planétaire. Et là, il y a un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux, et Alain l'évoquait aussi tout à l'heure. L'une des approches qui me semble très intéressante, c'est celle proposée par le poète et philosophe antillais Édouard Glissant, c'est celle d'une notion d'un archipel qui allie d'un côté la pleine reconnaissance de ce qu'il appelle des identités racines, donc la singularité des cultures, la singularité des nations, la singularité de toutes les formes de collectivité humaine qui, si elles ne sont pas reconnues, si elles se sentent humiliées, exploitées, absorbées, vont évidemment se défendre, y compris se défendre sous des formes identitaires. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et un deuxième enjeu, c'est la constitution d'un commun, mais qui n'appartient à personne. Et ça, c'est la remise en cause radicale de toute prétention à l'hégémonie. Et au passage, d'ailleurs, ça vient autant contester un certain nombre de cultures révolutionnaires que de cultures politiques plus classiques, parce que cette prétention à l'hégémonie est un grand classique des différents mouvements sociaux, culturels et politiques dans l'histoire. Nous ne pouvons constituer ce commun, co-construire ce commun, qui est justement le vivre ensemble à l'échelle planétaire, construire ce peuple de la Terre, dont parle souvent Geneviève également, transformer notre espèce en un peuple, et ce peuple ne peut exister comme peuple que s'il devient lui-même citoyen, parce que sinon il peut parfaitement régresser sous les formes de la foule, que pour autant que ce commun à co-construire, justement, n'est la propriété de personne, évidemment pas sur le plan économique, et là, c'est l'enjeu d'une alternative radicale au capitalisme, mais aussi par rapport à toute prétention politique hégémonique, et là, c'est aussi l'alternative aux nouvelles formes de totalitarisme que l'on voit apparaître avec la montée des régimes autoritaires, avec le problème posé, y compris par la Chine et le prétendu crédit social, qui est en fait un véritable contrôle social. Donc ça, c'est un premier enjeu, et la façon même de le construire avec ce qu'on appelle le projet d'archipel citoyen planétaire dans un certain nombre de réseaux citoyens, en lien avec les forums sociaux mondiaux, me paraît très important, parce qu'à ce moment-là, c'est aussi ce lien entre les identités racines reconnues, le commun à construire, mais qui récuse toute prétention à l'hégémonie ou à la propriété particulière, qui va permettre le troisième élément, selon Édouard Glissant, qui est la constitution des identités-relations, et qui fait que, à ce moment-là, les identités racines elles-mêmes, les peuples, les cultures, les religions, les nations, etc., elles vont pouvoir bouger, parce que précisément, elles sont reconnues et elles sortent de la peur.
Et du même coup, et c'est mon deuxième thème, c'est que c'est un enjeu absolument essentiel dans une situation, et là Alain l'évoquait également, nous sommes au bord de formes de guerre civile, c'est-à-dire que l'ampleur des fractures de toute nature, la montée des haines, la montée des intolérances est telle que la capacité à faire face à ce qu'on peut appeler une pandémie émotionnelle, qui est à mon avis beaucoup plus grave que la pandémie sanitaire, est un enjeu majeur. C'était William Reich qui, dans les années 30, avait, dans Psychopathologie du fascisme, abordé la question de ce qu'il appelait la peste émotionnelle. Reich voyait bien, et c'était une différence importante par rapport à ses amis marxistes, que alors que du point de vue strictement rationnel, les intérêts du prolétariat et les intérêts des classes moyennes étaient totalement contradictoires avec le capitalisme, et pour autant, il finissait par se réfugier plutôt du côté de Hitler ou du côté de Mussolini, plutôt que du côté des communistes ou des socialistes. Et Reich disait, ça n'est pas compréhensible si on raisonne uniquement en termes rationnels et en termes d'intérêt, mais on le comprend par contre si on raisonne en termes émotionnels, parce qu'en termes émotionnels, le phénomène de déclassement social, par exemple, a pour effet de se défendre en se tournant contre plus petit que soi, parce que c'est plus facile de se défendre contre plus petit que soi que contre plus gros que soi. Et du même coup, ça entraînait des contradictions très importantes entre, par exemple, la partie la plus fragile des classes moyennes et puis celle du prolétariat, entre le prolétariat lui-même et puis ce que Marx appelait le lumpen prolétariat. Eh bien, d'une certaine façon, nous avons besoin aussi de cette analyse pour comprendre aujourd'hui pourquoi il y a un électorat populaire important qui a voté pour Trump ou qui vote en France pour le Rassemblement national. Et donc, cette pandémie émotionnelle, elle appelle de notre part que le convivialisme ne soit pas simplement une vision, et de ce point de vue-là, c'est essentiel que ce soit désormais une vision et, avec le second manifeste, une vision planétaire, mais que ce soit aussi une méthode, le convivialisme en acte. Et c'est sur ce point d'ailleurs que, avec l'archipel citoyen Osons les jours heureux, on a beaucoup travaillé sur l'ensemble des méthodes qui permettent, pour reprendre une expression de Charles Rochman, de passer de la violence au conflit, de transformer des ennemis en adversaires et de créer des conditions pour que les divergences, à partir du moment où on est sorti de la logique de la guerre, de la néantisation d'autrui, que les divergences qui traversent les groupes humains deviennent des richesses alors qu'elles sont souvent considérées comme des faiblesses. Je n'ai évidemment pas la possibilité ici, faute de temps, de détailler l'ensemble de ces méthodes. Ça peut être aussi bien la thérapie sociale, la médiation ou une méthode que j'ai proposée et que nous utilisons de plus en plus qui s'appelle la construction de désaccords, mais c'est en faisant de ce convivialisme un bien vivre en acte que nous aiderons aussi les convivialistes à ne pas rester en quelque sorte dans une certaine bulle entre intellectuels, à transporter les acquis qui sont fondamentaux dans tous les réseaux culturels, sociétaux, politiques qui sont justement actuellement en train de chercher une capacité que leur résistance soit une résistance créatrice et non pas une révolte désespérée. Et c'est aussi d'ailleurs ce que nous appelons au sein de l'économie sociale et solidaire, la stratégie du rêve, c'est-à-dire cette capacité à lier le R de la résistance, mais à ce moment-là comme résistance créatrice, le V de la vision transformatrice, et le convivialisme est une base excellente pour cette vision transformatrice, et sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice qui fait effectivement que cette formidable créativité sociale, culturelle, économique que nous connaissons dans tous nos milieux, eh bien, elle anticipe ce monde à venir, qu'on ne se contente pas de le réclamer, mais qu'on commence sans attendre à le mettre en œuvre. Voilà quelques éléments que je propose au débat.
Merci beaucoup, Patrick, pour toi aussi cet exposé tout à fait clair et stimulant. Alors, je continue à essayer d'animer cette table ronde avec beaucoup d'acrobatie parce que j'ai, comment dire, une connexion totalement instable. Et donc, je fais ça depuis mon portable. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de réactions sur le chat et grâce à Aurélie Passerelle, j'arrive à obtenir un certain nombre de questions qui sont posées par le public, qui est assez nombreux, puisque nous avons dépassé les 100 personnes autour de cette table ronde. Donc, je vais essayer de me faire le porte-parole, le porte-voix, comme je fais depuis mon petit portable, et essayer de relayer un certain nombre de questions adressées à nos intervenants. J'espère que vous m'entendez là parce que j'ai eu une coupure. Alors, je vais quand même poser. Alors, il y a une question. Faut-il inscrire l'homme au même niveau des animaux pour rétablir un équilibre et éteindre notre volonté de domination mortifère? Donc, je pense que c'est une question qui s'adresse plutôt à… Geneviève, je pense que c'est pour toi. En fait, ah. Comment? Non, comme tu avais disparu, je disais que la question s'adressait à Geneviève. J'aimerais bien qu'on la répète. D'accord. J'espère qu'elle a entendu. Je pourrais répéter. En tout cas, il y a une question pour toi, peut-être, Alain. Le néolibéralisme n'est-il pas en fait la vraie nature ontologique de l'homme, ou plutôt son contraire? Et puis, qu'entend-on exactement par individuation, dit une personne, versus individualisme avec un point d'interrogation? Donc, c'est peut-être aussi une question à Alain. Et puis, je vais essayer de collecter d'autres questions et poursuivre. Mais peut-être je passe la parole à Geneviève, puis toi, Alain, si ça vous convient. Tu veux bien répéter la question, s'il te plaît, Christophe? Bon. Je ne sais pas. Alors, la question qui t'était plus directement adressée, puisqu'elle intervenait au moment où tu intervenais, était faut-il vraiment inscrire l'homme au même niveau des animaux pour rétablir un équilibre et éteindre notre volonté de domination mortifère? Ce qui était quand même un petit peu ton non, point ce de n'est vue. pas mon point de vue. Alors, je vais essayer de préciser, ce n'est pas une question de niveau. Je pense que rétablir des relations, c'est reconnaître aussi l'altérité. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas d'altérité. Donc, ce n'est pas du tout une question de mettre au même niveau pour pouvoir communiquer, c'est accepter aussi cette altérité et trouver justement, mais c'est pas vrai simplement avec le monde non humain, c'est vrai aussi avec les humains et avec toutes les altérités que nous pouvons apporter. Mais j'ai vu dans les messages une question qui est liée à celle-ci et qui me paraît juste, enfin, comment dire, qui me questionne moi aussi. C'est la question de l'anthropomorphisme, ça rejoint. Donc quelqu'un me dit, mais est-ce que ce n'est pas une posture que vous avez développée qui est très anthropomorphique, c'est-à-dire finalement qui consisterait à plaquer sur le monde non humain des caractéristiques, en particulier la capacité à penser, l'intention du monde humain. Alors je dois vous dire que cette critique de l'anthropomorphisme arrive régulièrement. Pourquoi? Alors moi je récuse l'anthropomorphisme, effectivement, et il faut s'en méfier parce que c'est une façon aussi de nier toute différence, toute altérité du monde non humain et plaquer précisément, c'est vraiment l'anthropocentrisme là, hein, c'est plaquer les caractéristiques humaines sur le monde non humain. Bon, ça c'est un anthropomorphisme que je rejette. En revanche, très souvent, la critique concernant l'anthropomorphisme vient du fait qu'il est très difficile pour nous de remettre en cause ce que j'appelle la pensée réductionniste, la pensée mécaniciste, qui prive la matière de tout esprit,
la nature de tout esprit, qui désanime la nature. Et à mon sens, ce mouvement va dans le sens aussi de la désanimation de la société, donc une désanimation de la nature. Donc oui, j'assume une part, comment dire, pour résister, pour déconstruire, je dirais, ce réductionnisme, ce mécanicisme qui nous a enfermés dans une, comment dire, exception humaine au sommet de la hiérarchie sans aucun lien avec tout le reste. J'assume le fait d'accorder une certaine intentionnalité à des entités naturelles. Alors je m'adresse à Alain d'ailleurs parce que j'ai relu hier en préparant cette table ronde, j'ai relu un numéro de la revue du MOS, c'était en 2013, donc que donne la nature, dans lequel Alain défendait, et je trouve c'était très courageux à l'époque, aujourd'hui c'est un peu plus courant, ce qu'il appelle un animisme méthodologique. Et ça, aujourd'hui, on pourrait parler aussi d'un animisme philosophique. Moi, je me réfère beaucoup à une écoféministe australienne qui est biologiste par ailleurs, qui s'appelle Val Plumwood, justement, qui parle aujourd'hui d'une philosophie animiste, qui justement, qui nous aide à reprendre cette capacité à établir des relations. Il ne s'agit pas d'égal à égal ou de supérieur à inférieur, mais une relation qui est faite d'altérité par rapport à des entités qui ne sont pas humaines. J'ai l'impression que Christophe a disparu, non? Alors, vous m'entendez? Oui. J'étais en train de remercier Geneviève et où son intervention montrait que finalement, à partir du convivialisme, on voit bien qu'on ouvre des perspectives, des changements de paradigme de la pensée qui sont tout à fait intéressants. Alors, peut-être, Alain, je te repasse la parole, puisque d'abord Geneviève t'a un petit peu interpellé, mais en même temps, il y avait deux questions qui venaient du public, l'une sur le néolibéralisme et l'autre sur la notion d'individuation versus individualisme, sur lequel une personne souhaitait des oui, merci. Alain? Oui, cette histoire d'animisme méthodologique, je crois qu'il y a un vrai débat à avoir autour, ça me paraît intéressant. On peut peut-être insister en réponse à la question qui t'était adressée, Geneviève, sur le méthodologique. Nous ne voyons pas réellement à l'animisme, dans le cadre d'une culture scientifique moderne, mais je pense que nous avons intérêt à faire comme si nous devions être animistes. Bon, mais c'est une grande discussion. Je prends les deux questions. En fait, les deux questions me paraissent très, très étroitement liées. Est-ce que le néolibéralisme ne dit pas la vérité de ce que nous sommes en tant que sujet humain? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que l'individuation? Qu'est-ce que ça veut dire? La légitime individuation. Alors, je répète, ce que nous dit le libéralisme, le néolibéralisme, au point de départ, c'est que nous sommes uniquement des individus séparés les uns des autres, exclusivement de maximiser notre propre intérêt, et notamment notre intérêt monétaire, notre intérêt financier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça la vérité de la nature humaine? Je ne pense pas du tout. Ça mériterait évidemment de très longues discussions. Je pense que non. Bien sûr, nous avons des intérêts individuels à défendre, ne serait-ce que l'intérêt de vivre, de continuer à vivre, de préserver notre identité. Mais je crois que ce qui nous anime fondamentalement, c'est plutôt le désir d'être reconnu. Il y a un débat philosophique autour de ce thème de la lutte pour la reconnaissance qu'on peut préciser à travers le travail qui est fait autour de la revue du Bourse. Je crois que nous voulons, en fait, nous désirons être reconnus comme des donateurs. Nous désirons être reconnus comme participants au cycle du donner, recevoir et rendre. Nous voulons être reconnus comme donnant des choses bien, de l'affection, de la créativité, des choses qui sont reconnues comme des vrais dons. Nous voulons être reconnus comme donnant, créant de la vie. Nouveau, comme dirait Hannah Arendt. Et puis, si on n'est pas reconnu comme tel, alors on voudra être reconnu comme donateur de mort, par exemple. Ça basculera dans l'autre sens. Donc, nous voulons être reconnus comme participants de la vie sociale, en entrant dans le cycle du donner, recevoir, rendre, même dans le cycle du demander, donner, recevoir, rendre. Première réponse. La question du rapport au néolibéralisme, qui permet de faire le lien avec la question sur cette question de la légitime individuation.
Qu'est-ce que ça veut dire légitime individuation? En quoi est-ce que c'est différent de l'individualisme? L'individualisme qui triomphe aujourd'hui, on le voit bien, c'est l'individualisme du chacun pour soi. Chacun veut être reconnu en tant que bon consommateur ou en tant que bon gagneur d'argent, avec tous les signes de consommation qui vont de pair avec ça. On veut être reconnu en tant que moi, c'est moi, 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 en tant qu'individu centré sur lui-même fondamentalement. Et chacun, paradoxalement, veut être reconnu par les autres en tant qu'individu centré sur lui-même, ayant en quelque sorte son autoconsistance. C'est évidemment totalement paradoxal. L'individuation, c'est totalement l'opposé. Il s'agit bien de devenir sujet, et d'être reconnu, mais d'être reconnu non pas comme un moi séparé, opposé aux autres moi, mais d'être reconnu en tant que sujet, participant au cycle du donner, recevoir et rendre. Et ça, à l'échelle à la fois de la famille, des proches, en tant que personne, on veut être reconnu en tant que personne, on veut être reconnu également en tant que citoyen actif, que prenant part à la défense du bien commun à l'échelle collective, et on veut être reconnu comme membre de l'humanité en général. Voilà quelque chose de très différent, donc avec l'individuation, très différent de l'individualisme. Merci beaucoup Alain pour ces compléments et ces points de clarification. Il y a un certain nombre de questions qui portent sur comment on peut situer le convivialisme par rapport aux thèses défendues par ceux qui s'autodésignent comme les collapsologues. Est-ce que ça inspire éventuellement Patrick sur ces questions? Et puis, il y a également des questions autour de la notion de commun, pour lequel un certain nombre de personnes qui participent à notre conférence disent que, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas aller vers la remise en cause du droit de propriété? Peut-être, Patrick, est-ce que tu peux réagir à ces réflexions? Oui, volontiers. D'abord, sur la première question, le débat avec la collapsologie, c'est une question qui m'intéresse d'autant plus que j'évoquais tout à l'heure dans les méthodes du convivialisme en acte la construction de désaccords, et nous avons organisé récemment une construction de désaccords sur collapsologie et effondrement, avec d'un côté justement des personnes comme Pablo Servigne, Raphaël Stevens et les collapsologues, de l'autre des personnes qui étaient critiques tout en étant partiellement d'accord sur le constat, tel que Jean Jouzel, Isabelle Delannoy, Gaël Giraud. Et ce qui était très intéressant, c'était de repérer effectivement les débats qui traversaient aussi les collapsologues eux-mêmes. Par exemple, entre la vision d'un Pablo Servigne qui en tirait des conséquences finalement très créatrices et positives du côté de la nécessité de l'entraide, c'est d'ailleurs le titre de son second livre avec Guillaume Chapelle sur l'autre loi de la jungle, ou ceux qui avaient une vision beaucoup plus noire telle que Yves Cochet, nous voyons bien que il faut distinguer ce que serait la collapsologie comme discipline scientifique, mais à ce moment-là, cette discipline-là, elle doit s'intéresser autant à ce qui fait la résilience de sociétés post-catastrophe. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a une humanité encore possible ou une Europe encore possible après Hiroshima et après Auschwitz, que aux conséquences d'effondrement post-catastrophe. Et il faut distinguer donc la nécessaire approche scientifique avec son exigence méthodologique, y compris la falsifiabilité qu'évoque Karl Popper, de ce qu'on peut appeler l'effondrisme, qui n'est pas du tout un terme polémique, mais qui consiste à dire, et d'ailleurs Pablo Servigne le reconnaissait tout à fait, que l'effondrisme comme idéologie se veut d'autant plus une alerte
pour éviter l'effondrement. Ce à quoi d'autres personnes, telles que Jacques Lecomte, répondaient que c'est une logique de la peur et que la logique de la peur était autoréalisatrice et qui préférait, pour sa part, beaucoup plus une logique de l'espérance. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que le convivialisme, il est justement traversé par cette question entre, d'un côté, son annonce que c'était d'ailleurs l'un des sujets d'un des colloques, c'était convivialisme ou barbarie, que si nous restons sur les trajectoires actuelles, nous risquons effectivement des effondrements majeurs, aussi bien dans l'ordre écologique que dans l'ordre humain, mais il est aussi complètement du côté de l'alternative à l'effondrement et de l'espérance, puisqu'il propose une vision d'un vivre ensemble planétaire pour l'humanité. Et puis par rapport à la question des communs, à la question de la propriété, moi je crois effectivement que nous sommes confrontés à une véritable métamorphose comparable par son importance à ce qui avait été le passage du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire ce qui a permis à l'époque l'entrée dans le néolithique, c'était la fin des grandes glaciations, donc une situation dans laquelle une nature devenait beaucoup plus hospitalière et en quelque sorte les êtres humains se sont organisés en traitant cette hospitalité nouvelle, en se payant le luxe de la guerre entre eux, de la guerre à la nature et en installant un couple très important qui était la sédentarité et la propriété, les deux allant ensemble. Eh bien, d'une certaine façon, ce couple-là, sédentarité-propriété, sera de plus en plus mis en cause, c'est-à-dire à partir du moment où nous sommes confrontés à des situations où l'humanité est obligée de bouger, soit conjoncturellement, parce que tel cyclone, telle canicule oblige à bouger, soit structurellement, parce que la montée du niveau des mers ou des sécheresses structurelles s'installent, ça veut dire que le nomadisme va redevenir un élément fondamental de l'humanité et du même coup, la remise en cause de la propriété qui va avec la sédentarité sera un élément absolument central. Et c'est pour ça d'ailleurs que des courants tels que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération centrent tous leurs débats sur l'usage et non pas sur la propriété. Et donc complètement d'accord avec la personne qui introduit le lien avec l'approche des communs. Et j'ajouterai un dernier mot, c'est que à partir du moment où nous quittons les rives sécurisantes de la sédentarité et de la propriété, nous ne pouvons le faire qu'avec un surcroît de qualité relationnelle et donc de convivialité, parce que autant une humanité solidaire qui bouge conjoncturellement ou structurellement, c'est tout à fait possible dans la solidarité et la convivialité, autant par contre, c'est une panique si ça doit être dans le sauf qui peut et la rivalité. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Patrick. Alors, il y a vraiment, je suis impressionné de voir le nombre de remarques, d'interventions que suscite finalement le convivialisme. Il y en a une peut-être qui s'adresse peut-être prioritairement à Alain, parce qu'Alain a développé une réflexion autour du revenu universel depuis de longue date, et il en a même proposé une version convivialiste. Et donc, il y a cette question de savoir si l'instauration d'un revenu universel participerait effectivement d'une politique convivialiste. Alain ? Ben, oui, je le pense tout à fait. Alors, c'est une discussion compliquée parce que, comment dire, le problème du revenu universel, c'est qu'on sait bien, la proposition, d'un point de vue technique, peut être défendue aussi bien par des gens de droite ou des gens de gauche, voire d'extrême gauche, voire d'extrême droite. Et tout dépend, bien sûr, des arguments au nom desquels on essaye, on prône le revenu universel. C'est une première discussion. Après, l'autre discussion, elle porte sur la question du montant.
revenu universel, à combien on le fixe? Est-ce que dans la version de Point de Paris, finalement, c'est quelque chose d'assez limité? Alors, il y a eu pas mal de débats chez les convivialistes autour de cette question-là, et notamment à partir des positions défendues par Marc de Basquiat, qui est président de l'Association internationale pour le revenu d'existence. Au départ, il y avait beaucoup de suspicions sur les propositions de Marc de Basquiat, ne serait-ce que parce qu'il a écrit un livre en lien avec un philosophe libéral, Gaspard Koenig, donc il est soupçonné d'être extraordinairement à droite. Mais d'ailleurs, Christophe Forel a beaucoup œuvré pour ça. Nous avons organisé, via Christophe, une discussion avec nos amis d'Alternative économique, et notamment avec Denis Clerc. Et finalement, tout un ensemble de malentendus ont été levés. C'est une épreuve un travail de construction de désaccords féconds. Comme dirait Patrick, c'est même plus qu'un travail de construction de désaccords, ça a été un travail de construction d'accords, car au bout du compte, tout le monde s'est aperçu qu'on défendait les mêmes propositions pour un montant pour un montant de prestations identiques et avec un financement réalisable. C'est important parce que un des problèmes qu'a posé Benoît Hamon lors de sa candidature, et aussi qui a été le premier à défendre publiquement, politiquement, une proposition de revenu universel, c'est qu'il avait un chiffrage, et je crois qu'il est encore aujourd'hui absolument vertigineux. Ça coûterait de l'ordre de 200 milliards d'euros. Ce n'est pas envisageable. Et du coup, ça a renvoyé la discussion sur le revenu universel un petit peu aux oubliettes ou du côté des utopies. Alors que la proposition qui a été reprise dans le second manifeste est, je crois, tout à fait finançable. C'est de l'ordre de 40 milliards d'euros pour un revenu de base de 500 euros par personne au sein d'un ménage, un peu moins pour les plus jeunes, et avec en plus des allocations de logement, etc. Donc ça devient, je pense, tout à fait viable dans le cadre d'une réforme des impôts. Et oui, ça devient une proposition convivialiste, je crois, importante. Et il faut noter d'ailleurs que cette proposition a été adoptée par l'Assemblée régionale de Corse il y a quelques mois. Il propose de mener une expérimentation sur tout un ensemble de communes, sur je crois 15 ou 20 000 habitants, auxquels serait donné un revenu universel pendant 5 ans. C'est important que les expérimentations qui avaient été faites en Aquitaine duraient, je crois, 6 mois ou 1 an, ce qui n'est pas suffisant pour voir les effets véritables du revenu universel. Cette proposition adoptée par l'Assemblée régionale de Corse a été saluée par l'Assemblée de Catalogne, en Espagne, qui voudrait également mettre des choses au point, mener une expérimentation de revenu universel. Bon, personnellement, j'aimerais mieux que ces propositions de revenu universel ne soient portées principalement par des partis politiques indépendantistes. Mais ça, c'est une autre discussion. Merci Alain. Du coup, effectivement, j'aurais dû préciser que j'étais un peu en conflit d'intérêts en tant qu'animateur de cette table ronde, puisque je suis effectivement un peu partie prenante du mouvement convivialiste. Je suis effectivement signataire du premier manifeste et très actif dans le mouvement. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'opposition emprise technologique et convivialité. Alors, je me tourne peut-être vers Ève qui privilégiait, elle, l'appellation convivialité tout à l'heure, et je lui pose cette question que je lis telle qu'elle m'a été transmise par Aurélie. Comment faire pour relier davantage les gens dans le réel, pour recréer du lien malgré l'isolement que crée la technologie? Alors, est-ce que déjà, comment dire, on peut affirmer que les technologies isolent les gens? C'est déjà une vraie question. Oui, bon. Les technologies isolent les gens. Bon, je pense qu'il y a des technologies conviviales, disait Illich, qui n'isolent pas les gens. Mais je voudrais répondre à ceci en faisant le lien avec ce que disait Alain sur le revenu universel.
ce qui me gêne parfois dans l'exposé du revenu universel, c'est que, et c'était le cas de Hamon dans sa campagne, c'est que ça s'appuie sur l'idée que nous entrerions dans une époque de rareté du travail, qu'il n'y aurait pas assez de travail, et que donc il faut absolument déconnecter les revenus du travail. Et ça, je le conteste, je crois, justement, au nom peut-être d'une question liée à la technique. C'est que si aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde, et c'est généralement à cause des technologies, ça veut dire que nous privilégions certaines technologies qui effectivement dévorent le travail vivant, je dirais, pour uniquement mettre en avant du travail mort. Bon, et que ça, ce n'est pas un destin, ce ne sont pas les lois naturelles de l'évolution. Donc, aujourd'hui, si nous voulons retrouver effectivement une convivialité de la relation, mais ça, c'est tout un débat, hein, je pense que ça passe aussi par le travail, par le fait que le travail, nous avons à le partager, mais je ne peux pas adhérer à la vision selon laquelle nous aurions une humanité débarrassée de la nécessité grâce aux technologies. Et c'est ça l'idéologie dominante, c'est que progressivement, grâce à des technologies de plus en plus performantes, nous serions libérés de la nécessité et nous pourrions vaquer, atteindre les royaumes de la liberté. Non, je crois que c'est ça aussi véritablement peut-être une philosophie convivialiste, c'est refuser cette idée que nous serions libérés de toute nécessité. Et donc, effectivement, nous avons pour vivre ensemble, hein, nous avons à être actifs, à travailler, à produire, je dirais, produire nos propres conditions de vie. Et ça, je ne crois pas que nous sommes dans une situation où le travail naturellement manquerait. Si nous voulons réparer la société, et la société demande beaucoup de réparation aujourd'hui, réparer la terre, réparer la nature, ce sont des champs d'activité immenses à condition que nous fassions tomber de son piédestal ce que nous appelons aujourd'hui la productivité, le productivisme, hein, c'est-à-dire rechercher toujours la productivité. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans l'agriculture, dans le commerce, dans le soin, y compris dans la production industrielle, on peut envisager des productions beaucoup plus lentes qui mobilisent beaucoup plus de main-d'œuvre et beaucoup moins d'appareils qui nous éloignent. Alors, ça ne veut pas dire refuser toute technologie, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de refuser peut-être les technologies qui nous isolent, qui nous enferment, hein, et qui effectivement sans contact, hein, qui nous empêchent justement de créer cette société conviviale. Donc, pour moi, c'est relié au revenu universel, l'idée de revenu d'existence, etc. Une fois la société que nous voulons, oui, mais à condition de ne pas le relier à l'idée qu'il y aurait un manque de travail, qu'il nous faudrait combler maintenant par des revenus qui tomberaient de je ne sais où d'ailleurs, qui seraient des revenus hors travail. Parce que ça me paraît extrêmement dangereux de postuler cette hypothèse-là. C'est sans remettre à la technique d'une part, et c'est d'autre part ne pas assumer le fait que nous sommes tous, et c'est ça qui peut-être qui nous lie aussi, confrontés à la nécessité. Christophe, on t'a perdu. Sauver le soldat Christophe. C'est pour illustrer la critique de la technologie que voilà. On a perdu Christophe. Ah, c'est très très bien fait. Bon, ben, il faut qu'on s'auto-anime. Voilà. Nous allons nous autogérer. Je vous rejoins. Je rejoins le temps que Christophe nous rejoigne. Non, je ne sais pas, son micro est coupé. Une chose que je voulais dire là sur ce débat très, très important, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait aussi la question dans le chat de la distinction que faisait
Hannah Arendt entre le travail et l'activité, c'est que il y a une autre façon d'exprimer cette distinction qui est tout simplement la différence entre le métier et l'emploi, qui sont deux notions qui sont souvent utilisées comme des synonymes et qui en réalité sont radicalement différentes. Le métier, je rappelle, dans son étymologie, c'est la contraction de deux mots latins que sont le ministère comme service et le mystère. Donc un métier, c'est un ministère mystérieux et qui par conséquent renvoie à ce qui fait sens et reconnaissance. Là, on est aussi dans le lien avec le convivialisme et c'est ce qui renvoie à des projets de vie, ce qui permet à un être humain de se déployer pleinement. Alors que l'emploi, c'est au contraire être plié à. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement d'aller vers des métiers et de quitter le terrain de l'emploi. Donc, quand on a des technologies qui remplacent du travail subordonné et aliénant, c'est en soi une perspective positive, mais à condition que se déploie pour tout être humain la possibilité de métier, parce que si il se retrouve avec un revenu qui est vécu à ce moment-là comme un pur revenu d'assistance et qui ne lui permet pas d'avancer dans son propre sens de vie et dans sa propre reconnaissance, à ce moment-là, c'est là qu'on peut avoir la version de droite que critiquait tout à l'heure Alain. Donc, je trouve que c'est une façon intéressante aussi d'avancer dans ce débat-là. Est-ce qu'on a retrouvé Christophe au passage? Non, apparemment, il est perdu corps et bien. C'est triste, c'est un bon camarade quand même. Comme quoi. Christophe, je vous invite peut-être à aller voir dans les questions. Est-ce que nos amis de l'Assemblée, eux, sont toujours… Ah, je crois que c'est le retour de Christophe. Non, pour l'instant, Christophe n'est toujours pas là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. À côté des NPIC et des NBIC, j'ai proposé les TNTS. Les TNTS, ce sont les toujours neuves technés de sagesse. C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait avec une technologie, c'est que dans quelques années, elle sera obsolète. Mais si dans 1000 ans, il y a toujours une humanité, elle continuera à devoir se référer à la question du sens de la vie, de la mort, etc. Parce que ça restera structurant. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je vois qu'il y a une question qui est pas mal. Allez-y, justement. C'est l'Amish est-il un bon convivialiste? Non, oui. Ah, si. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a une inventivité sociale aujourd'hui là-dessus. Je voudrais parler d'une entreprise qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui se développe considérablement aujourd'hui, une coopérative. Ils ont 80 salariés qui réinventent du matériel, qui est justement un matériel qui n'est pas agressif, qui permet les rendements, mais qui n'est pas agressif en même temps ni pour la terre, ni pour celui ou celle qui manipule l'outil. Donc, c'est véritablement la création d'outils conviviaux par cette coopérative. Ce sont des jeunes qui sont partis à 2 ou 3 et c'est maintenant quelque chose qui est assez important, qui organise des stages, des formations pour des outils conviviaux, justement. Il est 43. Christophe n'est pas revenu, donc il faut peut-être que nous auto-animions et qu'on conclue, parce que ça doit se terminer à 45, dans 2 minutes. Tout à fait, Alain, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Il nous reste 2 minutes voilà, chacun peut-être un petit mot. Voilà, chacun un petit mot. Ben moi, je dois dire simplement que j'étais très, très content de cette réunion, de ce qui s'est échangé, des questions qui ont été posées, et que ce que je retire de tout ça, c'est qu'il est de plus en plus urgent que chacun se dise convivialiste et qu'il y ait une épidémie convivialiste qui gagne le plus rapidement possible. Bon, je vais simplement dire ma gratitude, mes remerciements pour cette table ronde. Bon, en espérant qu'on va vite se retrouver,
physiquement. Ça serait bien. Médiatisé par la technique. Patrick, vous voulez un dernier mot avant de conclure? Patrick aussi a disparu. Je crois bien. Mais ils tombent comme des mouches autour de nous. Bon, qu'on rassure tout le monde, Patrick va bien et Christophe aussi. Hein, c'est une apparition pas du tout grave. Écoutez, on va conclure. Voilà, c'est la fin de la conférence. Merci à tous. Donc, merci Aurélie. Patrick, merci Geneviève. Et merci à tout le public. Et à tout à l'heure pour de nouvelles, à partir de 14h30 pour de nouvelles conférences. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.